organisateurs de nous avoir conviés à ce meeting. Monsieur Le Saouden a déjà très bien introduit le sujet en faisant un état des lieux de l'islamophobie en France. Pour être plus précise, je vous donnerai quelques éléments d'information en essayant de ne pas être trop exhaustive compte tenu du temps imparti. Ce que je pourrais dire sur l'islamophobie 2015-2016. Vous avez peut-être retenu qu'à la fin du premier semestre 2016, le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, se réjouissait de la baisse des actes islamophobes. Il est vrai que le CCIF lui-même a constaté, entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016, une réduction de ces actes. Mais nous pouvons nous en réjouir entièrement pour les raisons suivantes. Tout d'abord, c'est l'explosion des actes islamophobes au premier semestre 2015 à la suite des attentats de janvier 2015 qui explique cette baisse arithmétique qui ne signifie pas pour autant une tendance de fond. On est en présence d'une baisse arithmétique mais non d'une baisse organique. Enfin, cette anormalité statistique s'illustre aussi par l'exacerbation de la violence des actes de haine que nous avons enregistrés durant cette période. Nous avons pu répertorier 21 agressions physiques ainsi que 33 profanations de sites musulmans, ce que nous n'avions jamais enregistré jusque-là sur une période aussi courte en 13 ans d'existence. Enfin, nous ne pouvons toujours pas nous réjouir parce que les institutions sont toujours autant surreprésentées parmi les discriminants, parce que les principales victimes d'actes islamophobes restent des femmes, et pour les cas de violence physique, les victimes sont dans 100% des cas des femmes. Nous ne pouvons toujours pas nous féliciter parce qu'à plus d'un an, nous sommes toujours en état d'urgence et que des personnes continuent d'être perquisitionnées et assignées à résidence à tort. Et enfin, je dirais que la grande révélation de cette période attentat post-attentat, c'est la mutation de l'islamophobie. Alors, qu'est-ce que j'entends par mutation de l'islamophobie? C'est l'aggravation de certaines manifestations de l'islamophobie, comme les refus de consultation médicale, comme les convocations devant les services sociaux, comme le harcèlement et la discrimination à l'école publique, notamment à travers des propos d'enseignants qui peuvent très facilement qualifier certains de leurs élèves de terroristes, de djihadistes, etc. Et surtout, avec l'instauration d'un climat de suspicion généralisée, on a impulsé un phénomène inquiétant qui est celui de la délation. Et par délation, j'entends dénoncer à tort des individus comme des menaces ou des dangers terroristes. Pour vous donner un exemple de cette délation, de ce qu'on appelle aussi en droit la dénonciation calomnieuse, je vais vous lire le courrier d'un médecin qui a été enjoint par le Conseil de l'Ordre des médecins de s'expliquer sur une réclamation portée par l'une de ses patientes qui a été convoquée à la gendarmerie à la suite d'une dénonciation de ce médecin. Il écrit donc au président du Conseil de l'Ordre des médecins. Monsieur le Président, j'ai effectivement rencontré Madame X en décembre 2015 qui a accompagné un consultant. Il m'a semblé au cours de l'échange que j'ai eu avec elle qu'elle pouvait être suspecte de dérive islamiste, surtout dans le contexte de l'attentat du Bataclan. J'ai cru devoir l'en informer, mais peut-on dialoguer avec des extrémistes? En tout cas, j'ai fait ma déclaration à la gendarmerie et j'ai ensuite été reçue pour une déclaration. Cette personne devait être convoquée à la gendarmerie et le dossier transmis au procureur de la République. Je ne connais pas les suites. Dans l'état d'urgence et même de guerre, plusieurs fois rapporté par le président de la République et le Premier ministre, n'est-il pas du devoir de tout citoyen
citoyens d'être vigilants. Voilà les propos de ce médecin. Alors vous pouvez vous poser la question de savoir ce qui a pu l'inciter à faire cette déclaration. Eh bien c'est une simple discussion avec cette patiente qui venait faire examiner son enfant, une discussion qui a tourné autour du port du voile parce qu'il considère que ce port est contraire aux valeurs de la République. Je vais revenir sur l'institutionnalisation de l'islamophobie, parce qu'on en a eu pas mal d'exemples durant ces 2 dernières années. Tout d'abord, cette institutionnalisation s'inscrit à travers le leadership par des discours publics au plus haut niveau de l'État. Vous vous souvenez des propos de la ministre des Droits des Femmes, Madame Rossignol, amalgamant esclavage, femmes voilées, nègres américains. Vous vous souvenez aussi du soutien inconditionnel apporté par Manuel Valls à cette ministre. Manuel Valls qui a fait du combat contre le voile une lutte essentielle de la République. Vous vous souvenez certainement ce feuilleton estival et cette rhétorique anti-Burkini à laquelle nous avons droit. Comme le soulignait Majid Messaouden le 7 décembre, des députés comme Lionel Lucas, Éric Ciotti et d'autres déposaient des propositions de loi visant à interdire l'accès à la baignade sur le domaine public maritime à toute personne civile vêtue d'un vêtement à connotation religieuse. À toute personne civile vêtue d'un vêtement à connotation religieuse. C'est très intéressant parce que ce libellé vise spécifiquement les femmes musulmanes. C'est intéressant de constater ce mécanisme, ce détournement du pouvoir législatif pour pouvoir légaliser des pratiques discriminantes. Le Conseil d'État a déclaré illicites les arrêtés anti-Burkini et vous avez des députés qui se saisissent de l'arme législative pour pouvoir légaliser des pratiques discriminantes. Finalement, la proposition de loi, c'est un peu le 49.3 des députés islamophobes. Sur la phénoménologie, alors je vous disais que cette institutionnalisation, elle s'inscrit dans les discours publics au plus haut niveau sommet de l'État, mais elle s'inscrit aussi dans la phénoménologie, c'est-à-dire le fait que plus de 2/3 des discriminations se retrouvent dans les services publics. Et à cet égard, on a tout le contentieux lié aux cantines scolaires, dans lesquelles on essaye d'imposer la consommation de viande, y compris de viande de porc, à des enfants dont les familles ne le souhaitent pas. Vous avez également des établissements d'enseignement supérieur public dans lesquels on tente d'instaurer des interdictions ponctuelles du port du voile, que ce soit à l'occasion des examens, des partiels ou dans le cadre de l'accès aux cours. Vous avez donc, on a parlé des fameux arrêtés municipaux qui sont pris par des maires et qui s'inscrivent dans cette surreprésentation. Et on a aussi la fameuse loi El Khomri qui, en catimini, a introduit cette clause de neutralité qui permet aujourd'hui à des entreprises de pouvoir refuser le port de signes religieux à leurs salariés ou à des candidates à l'embauche. Enfin, on a l'utilisation des services publics à des fins de renseignement. Vous êtes certainement informés de ces notes, ces circulaires adressées à toutes les sphères de l'administration dans le cadre des politiques de détection de la radicalisation. Le souci de ces politiques, c'est qu'on demande à des personnes qui ne sont pas formées à ce type de procédé de signaler des personnes qui seraient radicalisées. Et naturellement, ça aboutit à des signalements effectués sans aucun discernement. Cela aboutit aussi à un processus pernicieux, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de financements de fonds qui ont été débloqués dans le cadre de la politique de lutte antiterroriste et de lutte surtout contre la radicalisation.
radicalisation, mais l'usage n'est pas fait à bon escient. Je m'explique. C'est-à-dire que dans la fonction publique, on a créé des postes d'éducateurs, des postes de psychologues, dédiés à la détection de la radicalisation, alors qu'en réalité, ce phénomène est beaucoup plus réduit qu'on ne le dit. Pour exemple, vous avez ce fameux numéro vert. Les chiffres officiels font état de 13 000 appels au numéro vert permettant de signaler voilà, des personnes de comportement dangereux considérées comme radicalisées. Et en réalité, ce qu'on en retient, c'est 2800 cas. Sur 13 000 appels, vous avez seulement 2800 de ces appels qui donnent lieu à des examens, à des enquêtes. Et le souci, c'est que naturellement, les personnes pour lesquelles on a créé ces postes doivent justifier de la pertinence de l'existence de ce poste. Ce qui va pousser à une politique du chiffre, ce qui va pousser à une auto-justification qui nous amène à répertorier l'augmentation des plaintes de familles qui se voient convoquées sans discernement, soit à la gendarmerie, soit devant les services sociaux, et qui sont complètement démunis face à cette mise à l'index. Juste, je conclurai sur ce que j'appelle la dénonciation calomnieuse et la délation. Il faut savoir qu'à partir des affaires que nous avons pu traiter, nous avons dégagé en quelque sorte 5 profils. Vous avez 5 profils de ce que j'appellerais des délateurs, naturellement, quand ces signalements sont faits à tort. Vous avez le membre de la famille, qui peut être le père, la mère ou l'ex-conjoint. Vous avez des voisins, des collègues de travail ou l'employeur. Et vous avez aussi maintenant des médecins. Et la liste risque encore de s'allonger. Et je terminerai par une indication du défenseur des droits qui lui-même a pu relever que dans 10% des cas qu'il avait eu à traiter et liés à l'état d'urgence, eh bien 10% avaient pour origine une dénonciation calomnieuse, ce qui l'a amené à recommander à l'État que les forces de l'ordre devaient systématiquement signaler au procureur de la République toute personne auteur d'une dénonciation manifestement calomnieuse. Merci. Merci beaucoup.